Un. C'est parti. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. On a le plaisir de vous accueillir pour un nouveau webinaire en compagnie de Hassan Lasri. Bonsoir Hassan. Bonsoir Nicolas et merci Bon, beaucoup alors, pour cette opportunité. bah écoute, c'est un plaisir. Je vois qu'on a eu énormément d'inscrits, puisque voilà, il y a Stéphane qui vient d'arriver. Diapositive, tac, tac. On a Pierre Bufferne. Bonsoir Pierre, bienvenue à toi. On a Lilian, il y a Laurent. Tiens, Julien de Saint-Jean qui est connecté. Salut Julien, tu me rappelles les Antilles. Hello One, il y a notre ami Xavier Gilleron. Nous avons la région des Hauts-de-France qui est connectée. Benjamin, François, nous sommes à Aix-en-Provence. Il y en a des quatre coins de la France. Sébastien, bonsoir Sébastien, bienvenue. Il y a Thierry également, qui est également des Hauts-de-France. Bruno, Sylvie. Bon, ben voilà, ça se connecte, ça y est, c'est parti. Alors aujourd'hui, avant qu'on débute ce sujet passionnant sur la data gouvernance, l'art et la science de transformer la data en capital, c'est un vaste sujet. On va avoir à peu près 1 heure pour aborder ce sujet et c'est Hassan qui nous fait l'amitié et le plaisir de partager cette thématique, bien évidemment, pour nous faire bénéficier de son expérience. Et surtout, on vous invite à partager et poser toutes vos questions. Alors, un petit rappel dans l'utilisation de notre plateforme. On va évidemment introduire, je vais vous faire un rapide sommaire de Valumen pour ceux qui n'ont pas la chance encore de connaître le cabinet. On traitera évidemment de la data gouvernance et bien évidemment, vous avez la possibilité de commenter, d'échanger, de poser vos questions et même d'y voter. J'y reviendrai dans quelques instants. Sur déjà l'utilisation de la plateforme, important. Donc, vous avez, pour ceux qui ne sont pas encore habitués, les différents onglets qui sont situés en bas de votre écran. Vous avez la partie chat. Encore une fois, on est là pour dialoguer. La partie chat vous permet tout simplement d'écrire, de dialoguer avec l'ensemble des participants. Vous pouvez répondre, vous donner des conseils, bien évidemment en prenant le soin de se respecter les uns et les autres et de rester dans l'esprit Valumen. Vous avez également une partie, l'onglet de gauche à côté du chat, c'est la partie questions. Donc, on vous invite à poser vos questions. N'hésitez pas, qu'elles soient dédiées à moi-même et plus spécifiquement à notre invité du jour, Hassan. Posez les questions. Vous aurez la possibilité de voter sur l'intérêt de la question. Ce qui a un mérite pour nous, c'est qu'évidemment, les questions qui obtiennent le plus de votes montent en tête de liste. Et l'objectif, vous l'aurez bien compris, c'est de répondre à un maximum de questions durant cette séquence, tout simplement pour engager le dialogue et essayer de vous apporter le maximum d'informations. Voilà. Et puis à la fin, vous aurez également un petit sondage, puisque Shirley aura le plaisir de préparer les questions sur le sondage d'ici 30 minutes. Et donc, vous pourrez voter sur un certain nombre de questions pour avoir votre retour, votre avis et préparer nos prochains événements. Voilà. Donc, le chat à droite, les questions, c'est l'onglet qui est juste à gauche du chat et ensuite la partie sondage pour la fin de ce webinaire. Alors, on va revenir sur le sujet. Voilà. Alors, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le dirigeant et fondateur de Valumen. Je vais avoir l'occasion de revenir pour vous présenter Valumen assez rapidement. Mais en préambule, eh bien, Hassan, on va te laisser te présenter. Si tu devais nous faire ton pitch en 90 secondes, Hassan. Bonjour tout le monde, donc, et merci encore une fois donc, de cette opportunité. Donc, je suis consultant et directeur de transition, donc spécialisé dans la data, dans tout ce qui est marketing, vente, relations clients, et plus précisément pour les secteurs donc, du retail, du luxe, de la finance et de l'assurance. Voilà. Bon, alors tu verras, tu nous parleras un petit peu. Tu as mené de nombreuses missions aux quatre coins de la planète, je crois, parce que tu as beaucoup travaillé, notamment aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, donc j'ai travaillé pour des entreprises, donc des grosses, moyennes et petites donc en France. Aussi, j'ai eu l'occasion, donc, et le plaisir de travailler pour donc, un fonds d'investissement donc, en Suisse. Et là, donc, ma dernière mission, j'ai travaillé pour une
une fintech très importante donc, sur la côte ouest californienne. Voilà. Et donc, grâce à ces clients en fait, qui m'ont donné l'opportunité de travailler pour eux, donc j'ai non seulement contribué à, comment dirais-je, au progrès de ce qu'ils font, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses de. Donc, voilà. Je les remercie beaucoup. Ils sont parmi nous. Bon, ben voilà, on va avoir l'occasion et c'est justement le fruit, j'allais dire, de tes expériences que tu vas avoir le plaisir de nous, un petit peu, de nous restituer, de nous commenter au travers de ce webinaire. Alors, rapidement sur Valumen, hein, parce on va passer l'essentiel quand même sur notre sujet du jour. Je vous rappelle que Valumen a été créé il y a maintenant 2 ans et demi. On y a associé le terme value et men avec l'humain comme valeur. On est tout simplement un cabinet qui accompagne les transformations chez nos clients, sur lequel nous mettons à disposition des managers de transition aguerris sur des fonctions COMEX, comité de direction et N-1, sur notamment les métiers de l'IT, du digital, de la data, sur les métiers de la finance, des ressources humaines, sur les métiers de la supply chain et des opérations et sur des directions générales. Voilà, on s'est créé donc le 6 mars 2020. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de voir un petit peu notre historique, j'allais dire, les grandes dates clés. On est centré autour de 3 métiers. Donc, le management de transition, qui est vraiment le cœur de business du cabinet aujourd'hui. Ça représente 85% du chiffre d'affaires. On a également un département executive search parce qu'un certain nombre de nos clients souhaitent recruter en CDI. Et donc, on a cette capacité de pouvoir accompagner nos clients sur les 2 offres. Et parfois, d'ailleurs, nous avons des doubles mandats. Et c'est notre ami Stéphane Autin qui est le directeur du pôle Executive Search et qui pilote cette activité-là. Et on a également une 3e activité autour des séminaires de direction. On anime des séminaires pour le compte d'équipes dirigeantes pour s'insérer dans leur vision, dans leur projet d'entreprise et pour les aider à co-construire la feuille de route généralement sur les 3 ans qui viennent. Ça nous permet d'être au cœur de la stratégie et donc d'être mieux à même de pouvoir répondre tout simplement aux enjeux et de les accompagner soit sur l'executive search, soit en leur mettant à disposition des managers de transition. On est aujourd'hui implanté sur l'ensemble du territoire avec un focus évidemment sur Paris-Île-de-France qui représente quand même 59% de nos managers de transition. Nous sommes très présents sur toute la façade ouest, j'allais dire de Brest à, on va dire, à Bordeaux, Montpellier. Ça représente 23% de nos missions. Nous avons également une présence importante dans le sud-est et également dans les Hauts-de-France où nous avons également un certain nombre de missions. Les grandes dates, on a lancé Valumen donc le 6 mars 2020. Le 31 mai 2020, nous avions 5 managers en mission. À l'heure où je vous parle, nous avons plus de 45 managers de transition actuellement en mission chez nos clients. Donc c'est vrai que ça a été un démarrage assez exceptionnel et dans un contexte pas toujours facile comme nous avons pu le vivre pendant ces 2 dernières années. On a lancé le site web en novembre, puis la page sur LinkedIn le même mois. On a ouvert Valumen Atlantique en décembre 2020, tout début 2021. Et donc, on a suivi une croissance extrêmement forte. Et voilà, on va, pour ceux que ça intéresse, on va réaliser notamment cette année plus de 10,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a eu une belle récompense puisque on a fait partie des 500 startups les plus performantes de France dans le dernier classement Les Échos où on a atteint la 22e place. Et je vous rassure, pour 2023, on compte bien améliorer encore notre score. Mais ça, on va réserver encore quelques surprises. On a ensuite des partenaires à tous les niveaux, voilà, des cabinets de conseil qui nous accompagnent, qui sont donc des prescripteurs de missions à forte valeur ajoutée. On travaille énormément avec Openwork, qui est notre société de portage salarial, avec lequel on entretient d'excellentes relations. Le cabinet Sitwell également, qui intervient sur la partie supply, et pour lequel on mène de nombreux projets en collaboration. Et puis le cabinet Zalis, qui est notamment spécialisé dans les entreprises en mutation et le restructuring, et pour lequel on accompagne avec un grand nombre de managers de transition pour un grand nombre de leurs clients. On a des engagements associatifs et des valeurs, vous le savez, si vous nous suivez sur LinkedIn. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont présents à liker la page Valumen et à vous abonner pour suivre l'actualité. On est très présent auprès de l'Institut Imagine, où on a un collectif d'entrepreneurs et Valumen s'engage, donne de son temps
des moyens humains, mais également des moyens financiers pour soutenir la recherche génétique pour aider les enfants. Voilà, on a d'ailleurs une belle manifestation d'ici quelques jours. On a Julien Renaud qui partage des événements sportifs et qui réalise des exploits incroyables. Il part au Népal d'ailleurs dans 15 jours pour gravir un 8000 mètres, 8163 pour être précis, et déposer si possible le drapeau Valumel après l'avoir mis sur le toit de l'Europe l'année dernière avec Quentin Vedel, notre associé qui est en charge chez Valumène et qui travaille depuis maintenant 2 ans. On travaille avec l'association Second Souffle qui aide les dirigeants à rebondir après avoir connu une période de crise. C'est lié à mon histoire. Je suis le parrain de cœur de cette association et on s'engage également à leur côté. Puis on a une plateforme NOS sur laquelle on donne accès à tous nos managers de transition pour octroyer des fonds qu'ils décident d'affecter sur la cause qui les touche plus particulièrement. Donc là, on n'est pas dans quelque chose qui descend de manière verticale, mais bien quelque chose qui permet à chacun de pouvoir exprimer la cause qu'il souhaite défendre sur différents sujets. Voilà, un petit peu au niveau de Valumène. Vous retrouvez toutes les informations sur notre page LinkedIn. Vous pouvez aller sur notre site internet valumène.com. Et en tout cas, on sera un plaisir de se connecter et de vous connecter à toute la team Valumène. Alors, on rentre, mon cher Hassan, dans un sujet passionnant, la data gouvernance. Donc, tu as souhaité évoquer cette thématique, l'art et la science de transformer la data en capital. Alors, je te passe la parole et je te laisse nous présenter les promesses de la data. Et pour nos amis, je m'arrêterai là pour l'instant, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour rendre justement cet échange, j'allais dire, un peu interactif, intéressant. Et n'hésitez pas à poser et surtout à voter sur les questions que vous préférez. Allez, Hassan, je te laisse la parole. Merci. Si tu pouvais juste revenir sur le slide d'avant, je te remercie. Bien sûr. Voilà, Regarde ça. donc avant de démarrer cette présentation, je tiens quand même à remercier une personne qui m'a beaucoup aidé. Donc, en l'occurrence, c'est Shirley, qui a transformé, on pourrait dire, mes PowerPoint en une pièce d'art. Et donc, je remercie beaucoup. Donc, je tiens vraiment à le faire de vive voix. Donc, cette présentation aujourd'hui ne va pas être une présentation technique. On ne va pas parler d'outils, on ne va pas parler de genre de techno dans le détail, mais plutôt de niveau stratégique, les process, les leçons, les échecs et ce qu'il faut éviter. Alors déjà, le mot data governance. En fait, la data governance n'est pas si nouvelle que ça. Elle date même avant la big data. Et je vais même vous dire quand est-ce qu'il a démarré, avec un autre nom. Il a démarré, disons, les années 1999-2000 avec les scandales financiers, en l'occurrence Enron, c'est-à-dire les sociétés qui étaient cotées en bourse. Eh ben, leurs données n'étaient pas clean et donc ils se permettaient donc de publier n'importe quoi. Et donc ça a donné naissance à la loi Sarbanes-Oxley qui exige qu'on gouverne la data. Avant on appelait ça risk governance. Ensuite, il y a eu la crise financière 2008-2009. Ça a donné encore une autre régulation qui s'appelle MiFID, qui a encore renforcé le besoin et la nécessité de faire de la gouvernance des données dans les entreprises financières. D'où le nom gouvernance qui est moins sexy que data science, mais le mot gouvernance, effectivement, vient du monde de la finance. Ça veut dire, quand on publie ces données, on doit être vraiment au carré sur ce qu'on publie, notamment vis-à-vis des investisseurs ou bien vis-à-vis des clients. Donc, c'est ça l'origine du mot data governance. Avant donc de rentrer dans le détail, si tu peux, s'il te plaît, passer au transparent suivant. On rappelle un peu les promesses. C'est toujours très bien de revenir, en fait, les promesses de la data. Qu'est-ce que la data nous promettait? La personnalisation, donc publicité, marketing, relations clients. Tout ça, donc, si vous voulez, ça a donné vraiment naissance genre à tout ce que faisaient les entreprises, les marques au début avec leur nouveau site web, les refonds de site web. Ensuite, la prédiction, très important pour notamment les fabricants de boissons, pour aussi tous les fabricants en fait, notamment de produits de cosmétiques, pouvoir prédire les stocks.
parce que c'est quelque chose de vraiment très, très, très compliqué pour eux. Et donc, la data a permis, là j'ai quelques exemples, à ce que avant le lancement d'un produit, on a une idée genre de combien on va en vendre et combien on doit donc stocker. L'optimisation des marketing de campagne, notamment pour les retailers, et pour les plans médias. Je donne l'exemple de Chanel. Donc Chanel, si vous voulez, c'est que toutes les marques de luxe dépensent beaucoup dans tout ce qui est affichage, notamment dans les aéroports, dans tout ce qui est presse papier, donc à la télé, le digital. Donc, c'est des montants énormes. Et donc, ils doivent savoir à tout moment, à la fin de l'année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, ils ont besoin d'optimiser leur plan média. Il y a aussi la recommandation des décisions, la recommandation de configuration de prix. Ça, c'est très important. On le voit beaucoup un peu de manière cachée, donc de configuration ou bien le prix, notamment les compagnies aériennes. Donc, c'est en fonction du remplissage donc de l'avion. Donc, on offre différents prix en fonction de personne, elle est business ou pas business, elle est étudiante, pas étudiante, est-ce que c'est la première fois, etc. L'automatisation. Là, c'est vraiment en vogue, notamment aux États-Unis, dans le domaine du crédit, de l'assurance, de la gestion de risque. C'est-à-dire là, on va au-delà de la prédiction, mais c'est le système qui dit voilà ce qu'on devrait faire en fonction donc des données qu'il a accumulées, en fonction des modèles prédictifs qu'il a, il en déduit des choses qu'il devrait faire. Maintenant, la réalité. Oui, si on revient maintenant à la réalité. Donc, le transparent d'après, s'il te plaît. Oui. Bien entendu, la réalité n'est pas exactement ce que nous disaient en fait les promesses. Il y a les raisons, c'est que la plupart des entreprises, celles que j'ai citées tout à l'heure, elles sont nées avant l'avènement digital de la data et l'IA. Donc, dans leur ADN, il n'y avait pas donc, la data. La complexité aussi vient du fait qu'ils ne sont pas partis de page blanche. Donc, en fait, si vous prenez Carrefour, il date de 1950. Donc, si vous voulez, il a ce qu'on appelle une dette technologique et une dette des données. Donc, à tenir compte. Il ne peut pas démarrer de zéro. Donc, voilà pourquoi leur système d'information, ils ont des difficultés à intégrer donc, ces nouveautés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'intégreront pas un jour, mais ils sont en train de le faire, mais c'est avec difficulté. D'où le besoin de ce qu'on appelle la data governance. Donc, toutes ces sociétés que j'appelle sociétés classiques, c'est-à-dire qu'ils ont un historique, ont besoin de ce qu'on appelle la data governance. Dis-moi, Hassan, j'ai une première question. Quels sont, d'après toi, les secteurs d'activité dans le monde aujourd'hui qui sont le plus en avance sur la data gouvernance et peut-être celles qui sont le plus en retard? Si tu devais nous citer 2 secteurs en retard et 2 secteurs plutôt en pointe, plutôt en avance. Les secteurs qui sont le plus en avance, parce que ce n'est pas obligation, c'est tous les secteurs financiers, surtout les finances d'investissement. Là, c'est par obligation. Les assurances, c'est par obligation. Donc, celles qui sont en retard, on pourrait dire, c'est beaucoup plus les sociétés, le retail un peu, donc et toutes les sociétés industrielles. Aujourd'hui, elles n'ont pas encore investi dans la réflexion sur ce que ça pourrait leur amener donc la data. On prend toutes les sociétés de transport, toutes les sociétés donc de télécommunications, toutes les sociétés d'énergie. Voilà. Donc, je pars dans ceux qui sont en avance par obligation et ceux pour lesquels aujourd'hui ne sont pas encore en phase avec la data governance. D'accord. Parfait. Alors, c'est quoi la data governance? Donc, si vous voulez, donc c'est la data governance pour la définir, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas une série de technologies, ce n'est pas un framework, comme on dit à la mode, c'est un programme de transformation d'une stratégie donnée vers une data platform. Voilà. Et donc, qui dit programme, dit, si tu peux, s'il te plaît, passer le transparent d'après. Donc, il faut avoir une data stratégie avec l'objectif qu'on ne reste pas uniquement au niveau stratégie, mais que quand on l'exécute, cette stratégie-là, on l'exécute dans une data platform. Et là, si vous voulez, on voit bien que au niveau donc data stratégie, c'est
implique le COMEX et les métiers. La data governance, ça implique le métier, la data, l'IT et le juridique, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus régulé. C'est-à-dire, on connaît ce qui se passe donc en Europe, mais n'oublions pas, pour une société qui est internationale, par exemple, qui est aux États-Unis, qui est en Chine, qui est en Inde, qui était, par exemple, en Russie, c'est totalement des régulations qui sont différentes. Donc, ça rend la data governance encore beaucoup plus compliquée. Et une fois c'est implémenté, ben, si vous voulez, les utilisateurs, ben, c'est l'IT, c'est les intervenants, c'est l'IT, c'est les utilisateurs. Les utilisateurs ne sont pas uniquement les data scientists, ça peut être les business analysts, ça peut être les contrôleurs de gestion, ça peut être le business, ça peut être des partenaires, comme ça peut être des clients. Voilà, on va dire d'une manière la plus globale, ce que c'est que la data governance. Donc, il faut garder vraiment en tête, c'est un programme de transformation. Ce n'est pas quelque chose qu'on clique sur un bouton et ça marche. Et qui dit programme de transformation, dit donc qu'il y a la durée pour aboutir à une data platform. Et c'est la data platform qui devient, on va dire, l'objet, le résultat de succès ou de l'échec du programme de transformation. Tu sais d'ailleurs que, Hassan, j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps sur Elon Musk. Je sais que tu admires un certain nombre de projets qu'on avait eu l'occasion d'ailleurs d'échanger autour d'un verre il y a déjà quelques mois sur le sujet, mais ils expliquaient notamment qu'avec Tesla, au niveau de la data, ils captaient des centaines, des dizaines de millions d'informations par leurs clients qui roulent au quotidien pour préparer, alors ils y sont déjà, mais améliorer et optimiser encore la voiture autonome de demain. Et en fait, ils traitent des millions et des millions de données en quotidien, qui retraitent évidemment en interne en Californie pour ensuite développer tout leur soft, améliorer tous leurs outils, notamment de cartographie, de pilotage, d'optimisation et surtout sur la voiture autonome. Oui, donc il y a effectivement donc, toutes les grosses stars effectivement américaines et encore de plus en plus aux chinoises, on n'entend pas beaucoup parler. Mais en Chine, il y a une accélération. Il y a par exemple, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, avec un téléphone, vous avez accès à plein de services. Et ces services-là, en retour, effectivement, ils apprennent beaucoup de choses sur vous. Et que donc, si vous voulez, ça rentre presque dans votre intimité, si vous voulez. Mais c'est ça, en fait, l'économie donc, chinoise. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde occidental. Mais vraiment, la data permet de faire des choses incroyables qu'on ne pouvait pas faire, donc, si vous voulez, avant. Seules quelques sociétés qui étaient bien structurées, en l'occurrence, par exemple, Microsoft du temps de Bill Gates, qui faisaient de la data intelligence avec des outils qu'on n'avait pas aujourd'hui, avec de l'Excel, de SQL, etc., et qui étaient capables de piloter tout Microsoft au niveau worldwide, presque pays par pays, département par département, bug par bug, etc. Donc effectivement, la data, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'appelle Bill Gates, ça permet de transformer un système d'information en un système décisionnel intelligent. Les utilisateurs de la data dans un système décisionnel, ils ne sont pas là juste pour faire des reporting, mais en fait, le système travaille aussi pour eux. Il fait des reporting pour eux. Beaucoup plus intelligent. D'accord. Bon, bah parfait. Alors, Hippolyte, bonsoir à tous. Je retrouvais toute notre actualité sur la page d'Anna. Je n'ai pas de son, je ne sais pas si c'est normal. Ben non, Hippolyte. Normalement, tu devrais avoir du son, parce que tout le monde entend bien. Donc, je pense que ça doit être ton PC. Voilà. Alors, Si on avance donc d'un cran, donc dans la donc, présentation. la mise en place. Voilà. Je ne vois pas le transparent. Voilà. Donc, si on descend d'un cran, c'est la mise en place d'une organisation pérenne, processus, méthode et outils pour intégrer les données sources, donc qui se trouvent dans le CRM, dans le ERP, dans le système RH, les rassembler dans une plateforme de plus en plus aujourd'hui dans le cloud. C'est pour ça que beaucoup de projets de grandes entreprises pour faire migrer leur SI vers le cloud, c'est une des raisons pour pouvoir unifier toutes les données qui étaient donc disparates. Les unifier, parce qu'il ne suffit pas juste de mettre toutes les données
comment dirais-je, dans un bocal. Si vous voulez, il faut homogénéiser donc les données, avoir un référentiel de données, avoir la même définition, avoir un dictionnaire, avoir des métadonnées. Tout ce travail-là peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la modélisation des données, où là, vous avez des architectes qui relient toutes les données de l'entreprise l'une à l'autre, de telle sorte que ça devienne un savoir commun, un bien commun. Ensuite, on le fait exploiter par des directions. J'ai un écho. On t'entend bien, c'est bon. Mais j'ai un écho. Là, c'est bon. Donc, il faut les exploiter. Donc, ça peut être, comme ce que j'ai dit, soit les divisions internes, les activités internes, comme ça pourrait être les clients et les partenaires. Le dernier élément, c'est qu'il faut maintenir la data. Une data qui n'est pas maintenue perd de sa valeur. Et donc, tout l'investissement qui a été fait avant, si vous voulez, ne sert plus à rien. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de maintenir la qualité de la donnée. C'est-à-dire les adresses, les numéros de téléphone qui changent, les profils des familles qui changent, etc. Tout ça fait que la data a besoin de quelque chose qui évolue régulièrement. Voilà donc une vision un peu plus détaillée de ce que c'est que la data governance. D'ailleurs, il y a une première question, je te laisse répondre rapidement, même si elle n'est pas dans l'onglet questions. Je vous rappelle, les amis, que pour poser vos questions, il faut cliquer sur l'onglet questions et pas dans le chat. Voilà. Alors, je vais quand même répondre à cette question, enfin, te poser la question, Aziz. La question est, selon toi, entre l'Asie et les USA, qui est le plus avancé en matière de data gouvernance? Je te laisse répondre, parce que je serai incapable de répondre sur le sujet. Aujourd'hui, il faut dire que c'est les États-Unis. C'est les États-Unis parce que les États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'industries qui sont régulées, fortement régulées. Donc, les entreprises peuvent payer très, très, très cher s'ils n'ont pas la data governance. La Chine, elle est sur la voie, mais la Chine, si vous voulez, à la limite, je pourrais dire jusqu'à présent, elle est beaucoup plus néolibérale que beaucoup d'industries américaines, en l'occurrence la finance, l'assurance et la santé. D'accord. Voilà. Alors là, c'est une vision très simplifiée, donc ce que j'appelle la data governance en action. Donc vous avez les systèmes sources, donc là qui sont schématisés après trois, CRM, ERP, CM. Et tout en haut, vous avez d'un côté les data scientists et les business analysts. Schéma très simple. Dans la réalité, en fait, il peut y avoir d'autres utilisateurs. Et donc on monte l'ingestion, on ingère, on unifie, on enrichit les données avec des données externes. Pensez par exemple à une assurance, il a besoin des données sur la météo, il a besoin des données géographiques sur la population, sur les statistiques d'accidents, les statistiques de vol, etc., etc. Et donc, c'est exploité par des utilisateurs. La beauté de la chose, c'est que ces utilisateurs, les data scientists et les business analysts, eux-mêmes génèrent de la data qui vient enrichir donc, la plateforme. Et pas uniquement ça, les data plateformes qui réussissent le mieux, c'est celles qui se traduisent parfois par ce qu'on appelle des créations de master data qui deviennent des change requests au niveau système source. Je prends un exemple. D'accord. Un client, il avait 6 attributs et on se rend compte qu'on a besoin d'un attribut en plus, on avait un attribut en plus, donc on peut faire mieux. Donc dans ce cas-là, on peut le générer automatiquement, soit on demande à l'agence locale, la prochaine fois que vous avez accès au client, demandez-lui cette information-là. Et donc, il faut rajouter cette information-là dans le CRM ou dans le ERP. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est pas juste on part d'en bas en haut. En fait, c'est quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure. Et je vais vous donner tout à l'heure un exemple typique de ce qu'on peut faire. Il y a un écho. Et moi aussi, j'ai l'écho. C'est mieux là? Je ne sais. Allô? Ah, tu m'entends? Là, je t'entends. C'est mieux? Là, il n'y a pas l'écho. Voilà. Oui, bon. c'est mieux, beaucoup mieux. Parfait. Donc, si on peut passer donc très brièvement au slide d'après, c'est juste pour montrer que la réalité elle est beaucoup plus compliquée que ça. Hein. Donc, si vous voulez, les
les niveaux, il y en a plein. Donc là, il y a beaucoup de sociétés, donc beaucoup de sites donc, qui essaient de lister les briques technologiques. Pour ma part, moi, je m'appuie sur celle de A6Z, donc qui est en fait un fonds d'investissement créé par Anderson Horowitz. C'est eux qui ont créé LinkedIn, c'est eux qui ont créé Facebook, Twitter, Airbnb, Lyft, qui est le concurrent donc de Uber. Donc, c'est des gens qui suivent vraiment le monde de la data et donc ils publient chaque année quelles sont les technologies auxquelles eux ils croient et pourquoi faire. Donc, c'est vraiment l'image, elle est beaucoup plus complexe que le slide d'avant. D'accord. Si on peut aller aussi, voilà. Alors, là, on va aller. Je vais me permettre, Hassan, de te poser quelques questions. Oui. Voilà celle-là. Donc, comment vois-tu l'intégration par les entreprises européennes de la Data Governance Act? Comment tu vois ça? Comment voyez-vous l'intégration par les entreprises? Si vous voulez, quand ça devient une obligation, donc c'est-à-dire il y a besoin de monter, donc si vous voulez, une vraie équipe au-delà de ce qu'on appelle le DPO, ou bien donc si vous voulez de ce qu'on appelle le data office. La data governance devient, si vous voulez, pas un luxe, ça devient vraiment de plus en plus une obligation, surtout pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Oui. Il y a des impacts importants. OK. Alors, tu as une autre question, question de Shirley, justement, que tu connais bien. Comment font les entreprises pour récupérer les données avec les nouvelles normes RGPD? Si vous voulez, aujourd'hui, si je prends l'exemple dans lequel j'ai travaillé, en l'occurrence, c'était donc chez Covea. Donc, si vous voulez, Covea a décidé de regrouper toutes les données des clients, donc des trois marques, donc MAF, MMA et GMF, et on en profitait pour lancer donc un gros programme donc RGPD avec le juridique qui a fait un travail extraordinaire et qui ce département juridique, il nous indiquait par exemple quels sont les attributs qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec, les attributs qu'on pouvait faire juste des statistiques, les attributs qu'on pouvait faire des campagnes, les attributs qu'on pouvait pas. Voilà. Et donc, c'est un travail qui était mutuel entre le juridique et les équipes techniques pour que dans ce qu'on appelle, quand on descend au niveau des tables, donc si vous voulez, dans la table, c'est-à-dire il y avait des colonnes que on pouvait faire des choses avec, d'autres colonnes, on ne pouvait rien faire avec. Plus, il y avait même comme si vous voulez, en l'occurrence GMF, ça, c'est principalement pour les fonctions publiques. Donc, si vous voulez, il y a une réglementation qui ne s'appelle pas RGPD, mais depuis les attentats donc en France, on est obligé donc de ne pas donner beaucoup de données privées sur les personnes célèbres, qui pouvaient être soit des politiques, soit des artistes, soit donc si vous voulez, voilà. Et donc là, par exemple, en plus de RGPD, le groupe était obligé d'avoir une équipe spéciale qui était comme on pourrait dire avec un statut, on pourrait dire presque confidentiel défense, presque, qui pouvait accéder à des données et faire des choses avec. Le reste de l'entreprise ne pouvait pas faire. Ok. Bon, bah parfait. Alors, on reprendra des petits lots de questions. On va reprendre un petit peu le fil conducteur de ta présentation. Là, on était sur la plateforme utilisation sur la partie BI, justement. Voilà. Là, c'est pour aller juste vite, c'est pour montrer que on D'accord. peut faire donc, la data governance avec les BI. Et même, il n'y a pas besoin de. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a quelques briques suffisent pour vraiment transformer la BI qu'on a, donc en fait, dans une entreprise, en quelque chose, donc, si vous voulez, qui intègre la data governance. Et là, donc, si vous voulez, il y a les briques nécessaires pour faire de la nouvelle BI. D'accord. Donc, si on veut aller plus loin, donc dans le transparent d'après, donc là, on voit bien quand on fait vraiment de l'analyse prédictive, là, on a besoin de plus de briques. Donc là, c'est ce qui est ici apparaît en vert. Les personnes qui sont intéressées par vraiment les détails, il suffit qu'ils m'envoient un mail ou me connecter sur LinkedIn et je leur envoie exactement le lien qui donne accès à ces informations. Si on veut aller encore plus loin. Ils retrouveront de toute façon, Hassan, ce webinaire, comme tu le sais, est enregistré. Ils auront la possibilité de le retrouver et d'avoir les éléments
à l'issue justement de notre enregistrement, parce que tout est enregistré. Voilà. Donc, là, je vois une remarque avant de passer au suivant, donc de Bruno Séguin. Donc, il dit le Data Governance Act n'est pas une obligation. Oui, mais si vous voulez, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est au fur et à mesure, donc, si vous voulez, que les industries avancent pour minimiser le risque. Donc, si vous voulez, on adhère de plus en plus à des standards. Surtout les entreprises qui ont, on va dire, les entreprises qui sont présentes internationalement. Donc, si vous voulez, notamment sur le territoire américain, donc si vous voulez, si vous prenez BNP Paribas ou Société Générale, il n'a pas le choix. Voilà. D'accord. Ce point-là, donc, si vous voulez, c'est le plus complexe, mais c'est vraiment pour les sociétés qui sont en train de, qui travaillent dans, on va dire, la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'image, la reconnaissance de vidéos ou la reconnaissance de son. Donc, en exemple, il y a aujourd'hui donc ce qui se passe notamment avec quelques fabricants donc américains, c'est comment identifier quelqu'un devant sa télé ou devant un téléphone, etc., en fonction donc juste de sa voix et lui reconfigurer tout. Donc, en fait, comme on le reconnaît, on lui configure donc son poste ou bien sa télé. D'accord. Voilà. Donc là, c'est les briques, donc ML et IA. Donc vous voyez, c'est vraiment, quand on voit, c'est une petite partie qui est elle-même assez conséquente d'un schéma global. Voilà. Là, l'idée, ce n'était pas pour aller dans chaque brique, c'est juste pour dire qu'il y a des briques aujourd'hui technologiques qu'on n'est pas obligé de tout fabriquer de soi-même. Il y a beaucoup de briques technologiques. Et Cocorico, il y a quand même pas mal de briques françaises là-dedans. En l'occurrence, Snowflake, DataIQ, etc. C'est des entreprises, Face, donc, qui font partie de ces briques qui sont sélectionnées par ce grand fonds d'investissement. Là, donc c'est un exemple donc qui est concret. Donc, pour Capital One, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le CTLM américain, mais vraiment à l'échelle américaine. Donc, c'est la gestion du crédit qui va de crédit pour automobile, crédit pour tout, crédit étudiant, pour vraiment, parfois même, je veux acheter un smartphone et je veux avoir un crédit, je peux passer par donc, Capital One. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment du microcrédit à vrai crédit. Là, si vous voulez, donc, c'est comment ça fonctionne en interne. Donc, quand une personne se connecte sur Capital One, automatiquement, ça génère des cookies qui vont sur donc, un serveur qui s'appelle X plus One. En passant, X plus One appartenait après à Rocket Fuel, qui s'est fait racheter par Sysmark, qui aujourd'hui fait partie d'Amazon. Donc, ce serveur X plus One donc, va demander à plusieurs DMP d'avoir des cookies similaires. Donc, il a ces cookies similaires. Et une fois qu'il a ces cookies similaires, il s'adresse à un autre fournisseur qui s'appelle Digital Convoy, qui spécialise des codes postaux. Il lui dit, voilà, moi, le code postal correspondant, c'est ça. Maintenant, X plus One, il a les cookies similaires, le code postal. Et là, on s'adresse à une base donc, de Nielsen, qui est donc l'équivalent. Nielsen, c'est l'équivalent de notre INSEE donc, en France. Ça leur permet donc d'avoir le segment, c'est-à-dire l'âge, le CSP, le salaire, le risque de dette, le risque même de fraude. Et donc, cette information-là, elle remonte à X plus One. Et donc, automatiquement, avec cette information-là, on fabrique donc une proposition. La proposition, soit elle est acceptée par donc la personne qui a demandé le devis, auquel cas on passe au processus vente, ou bien il peut dire non, moi je ne suis pas d'accord, donc expliquez-moi pourquoi en fait j'ai telle offre alors que mon voisin ou mon cousin a une autre offre. Et là, donc, si vous voulez, on lui demande de justifier, de donner des fiches de salaire, etc. Et on les intègre. La beauté de la chose, c'est que le client, quand il met en cause une information, sans peut-être se rendre compte, il enrichit la data plateforme de Capital One. Ainsi de suite, donc, des clients eux-mêmes améliorent donc cette data plateforme. Et c'est ça ce que j'appelle la data gouvernance en action. On montre quelque chose et quand elle tourne, elle s'enrichit d'elle-même. D'accord.
Alors tiens, ça te fait une question qui est intéressante. C'est une question de Xavier Gilleron des Hauts-de-France. Une data gouvernance maîtrisée aurait-elle pu anticiper une crise financière comme celle de Lehman Brothers? Je rappelle que c'était en 2008-2009, la crise financière. La data governance en tant que telle, juste comme ça, non. Si vous voulez une data governance, ça implémente une réglementation. Donc, si vous voulez, D'accord. la réglementation qui s'appelle MIFID, si elle était avant, on n'aurait pas eu cette crise-là. Donc, si vous voulez, la data governance, ça implémente une réglementation. En l'occurrence, donc, depuis la crise, on a maintenant, aujourd'hui, obligation d'avoir ce qu'on appelle MIFID, qui est en fait déjà dans sa version 3. Donc, c'est une très, très bonne question. Ça veut dire, encore une fois, ça revient à ce que je disais au début, ce n'est pas quelque chose de packagé. La data governance, c'est un process. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on avait eu le MIFID et qu'on n'avait pu l'implémenter, ben, on n'aurait pas eu cette crise-là, effectivement. D'accord. Parfait. Mais j'adore cette question. Elle est très pertinente. Oui, bah ça c'est Xavier, on le connaît bien, c'est notre spécialiste. Il aime poser les questions et voilà, c'est toujours voilà. Question de, on va rester dans les Hauts-de-France. Petite question de Thierry. Où en sommes-nous en France? Justement, j'imagine sur la data gouvernance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on peut dire, une des sociétés qui était le leader, qui avait démarré très tôt, en l'occurrence, c'est Covea, c'est Carrefour, sont les banques. Donc, la France, si vous voulez, c'est actif aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez, dès qu'il y a un changement dans la réglementation, bah, il faut faire des mises à jour. Voilà. Donc, si vous voulez, dans vos process, dans les outils, etc. Donc, si vous voulez, c'est en cours aujourd'hui. D'accord. Parfait. Alors, on passe à la slide suivante. Donc, les phases. Donc, voilà. Donc, les phases propices, il y en a une qui est très visible, c'est ce qu'on appelle la transformation numérique de l'entreprise. Évidemment, souvent, les grands groupes profitent de cette transformation-là pour intégrer donc la data governance, souvent qui leur est soufflé par des gros cabinets de conseil qui les aident à se transformer. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de data governance uniquement quand on doit faire de la transformation. C'est un moment aussi propice, c'est quand on veut évoluer de la BI vers le prédictif. On ne veut plus voir le business, qu'est-ce qui s'est passé le mois d'avant, le trimestre d'avant, l'année d'avant, qu'on veut se projeter dans le mois d'après, dans le trimestre, voire dans l'année d'après. Et pour pouvoir faire ça, même s'il n'y a pas de réglementation, on a besoin de données de qualité, parce que c'est très dangereux de partir de données de mauvaise qualité, les projeter dans le futur et faire tout un plan sur des données qui sont mauvaises. Donc là, si vous voulez, la data de gouvernance peut servir pas pour implémenter une régulation, mais plutôt pour s'assurer que ce qu'on a sur le passé, on peut s'en servir pour se projeter dans le futur. Dernier élément, c'est quand on veut passer du prédictif au prescriptif. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le crédit. Le crédit, vous savez, vraiment, moi j'ai découvert je connaissais le crédit en tant que client. J'ai découvert le crédit en travaillant donc, avec cette fintech donc en Californie. Donc, il y a des clients donc, aux États-Unis et en Chine. Je me rends compte en fait que le crédit, c'est le moteur de l'économie américaine. C'est-à-dire que vous n'avez pas de crédit, vous ne pouvez pas avancer. Donc, même quand vous êtes étudiant, vous avez intérêt à avoir crédit parce que vous gagnez des points. Et plus vous faites des crédits, mais que vous les remboursez, plus vous gagnez des points. C'est pour ça en fait, qu'on se rend compte que parfois, des gens qui sont capables d'avoir des crédits de milliards, parce que jusqu'à présent, ils ont payé leur crédit, ils ont accumulé donc des points. Et la gestion de ce crédit-là, pardon. C'est parce que les États-Unis, c'est une société de consommation, Hassan. Tu connais bien les États-Unis, mais c'est un pays qui pousse à la consommation pour entretenir la croissance et entretenir, j'allais dire, la bonne dynamique des États-Unis. C'est vrai que c'est un pays qui consomme énormément et qui pousse à la consommation. Ben, voilà. Et donc, si vous voulez, s'il n'y a pas de consommation, s'il n'y a pas le crédit, l'économie s'arrête. Donc, si vous voulez, les entreprises, les individus, etc. Donc, c'est ce qui fait vivre, on pourrait dire, la clé qui fait tourner les États-Unis. Donc, là, si vous voulez, on voit ce que j'ai vécu là pendant 1 an et demi, c'est vraiment l'automatisation. Donc, je vais vous donner un exemple
qui est assez marrant, c'est qu'ils vont jusqu'à la gestion de trésorerie, c'est-à-dire une PME. On sait donc, si vous voulez, qu'il a besoin de cash à tel moment, qu'il va être payé par un client, etc. Là, l'idée, c'est d'avoir un compte en fait, est connecté. Au fur et à mesure donc, que la société, on pourrait dire, avance avec ses clients, avec ses coûts, etc., on est capable de deviner à peu près qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et donc, on ouvre donc, la possibilité de crédit, les taux d'intérêt qui pourraient changer. Ce qui fait que les patrons de ces entreprises peuvent en fait faire on pourrait dire, accéder au crédit pour gérer leur cash flow. Et tout ça, c'est de manière automatique. Il y a des millions et des millions donc, si vous voulez, de décisions de crédit qui se font par société de crédit chaque jour. Chaque jour, ouais. Là, Parfait. donc on va, sauf s'il y a des questions. Donc là, après, vous allez me dire, mais pourquoi en fait on a besoin de la data governance après tout? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça sans data governance? Si vous voulez, c'est que l'exploit, ce n'est pas automatique. Et là, je vais donner un exemple qui est assez donc, concret. Les données sont hétérogènes, ils n'ont pas la même définition, ils n'ont pas le même âge. Et le plus important, c'est qu'ils ne sont pas vus de la même manière. Donc là, je prends par exemple un exemple d'une robe. Nous, on voit une robe. Donc moi, quand je me promène à Paris, je vois des robes dans les boutiques. Voilà, je vois la couleur, j'aime pas, etc. Mais si vous voulez, de l'intérieur, le département créa, voit, lui, couleur, proportion. Fabrication, il voit matériaux. Marketing, il voit c'est quel segment, c'est quel prix. Les boutiques, c'est où est-ce que je vais ranger cette boutique-là, comment je vais l'éclairer. Et la logistique, pour la logistique, il voit en fait un sapin. Donc, combien ça va occuper de place. Ouais. Et donc, vous voyez que le même objet, visuellement, informatiquement parlant, en fait, c'est des attributs différents. Donc, quand on parle de direction et de direction, on ne parle pas de la même chose. D'où il y a besoin, quand on veut rassembler tout ce monde-là, il y a besoin d'une stratégie d'attaque claire et précise. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, tu as vu, tu as Xavier, là, il y a un magnifique débat sur le chat, c'est le but, hein, bravo les amis, c'est l'objectif. Xavier qui te dit notamment, les USA sont surtout un pays libertarien qui a su transformer en droit un vide juridique sur le contrôle de la data, ce qui donne aux GAFAM un pouvoir absolu. Oui, Tu sais mais si vous c'est voulez, pas ce sujet, évidemment, de Facebook, de Google, qui englobe des dizaines, des centaines de millions de data, ou de Amazon, hein, d'ailleurs, sur le sujet. Hein, c'est tout avec ils la... sont en train d'être régulés. Ils sont en train d'être régulés. Ah, mais aujourd'hui, regarde, Autour, un Meta, un Facebook, aujourd'hui, détient toute la data est détenue aujourd'hui aux États-Unis, comme tu le sais, que tu sois français, oui, italien ou roumain. oui, mais il est en train d'être régulé. C'est-à-dire que le Far West de je fais ce que je veux avec les données, il est terminé pour les GAFA. Mais est-ce que c'est pas un peu tard maintenant qu'ils ont aujourd'hui un Facebook qui a 2 milliards 700 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire en gros 30% de la population mondiale? Est-ce que c'est pas déjà, tu peux réguler, mais est-ce que c'est pas trop tard? Mine de rien, ils ont déjà l'essentiel peut-être, non? Rockefeller était donc, si vous voulez, contrôler le monde. Rockefeller, il contrôlait le monde. Il a fini par être décomposé en morceaux. AT&T, c'était, si vous voulez, il contrôlait toutes les télécommunications des États-Unis. Ils ont fini, donc, si vous voulez, par se plier. La loi aux États-Unis, quand elle commence à taper, elle tape très fort. Donc, on voit bien que les amendes, ce n'est pas des milliers, des millions, etc. C'est vraiment des milliards et des milliards. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est en cours. C'est en cours. Et même les sociétés saines, je ne vais pas citer le nom, même les sociétés saines, c'est-à-dire qui respectent vraiment la donnée privée, etc., sont en train d'être donc en train de regarder au fait ce qu'ils font avec ces données-là. Alors, c'est quoi donc une stratégie data claire et précise? Ah oui, parce que j'ai dit il faut une data stratégie claire et précise. Donc il faut que je définisse ce que c'est. Parce que souvent on parle de stratégie, mais si vous voulez, on ne définit pas très précisément. Donc là, je vais essayer donc de la définir si tu passes au transparent d'après. On y va. Voilà. Si vous voulez,
pour moi, d'après l'expérience, d'après ce que j'ai lu, etc., donc, si vous voulez, une stratégie claire, elle a 1 à 3 objectifs, pas des objectifs. Quand on veut dire qu'on a 10 objectifs dans une stratégie, ce n'est pas une stratégie. Il faut qu'elle soit partagée avec toutes les parties prenantes, en particulier celles qui vont être impactées. Il faut qu'elle soit réaliste en termes de le contexte, les ressources, les contraintes de l'entreprise et l'état de la technologie. Il ne suffit pas qu'un gros cabinet de conseil ponde un rapport aux gens qui disent ah oui, oui, allez-y les mecs, maintenant, si vous ne automatisez pas ça, vous allez perdre tant de milliards, etc., que c'est possible. Il y a toujours un lag entre vraiment ce que proposent parfois en fait, les gros cabinets ou bien les gros groupes d'analystes et la réalité. Parce que parfois, ça ne suit pas tout de suite. D'où, j'aime bien cette phrase-là qui est à gauche, et vient pas de moi, c'est Michael Porter qui a passé toute sa vie sur la stratégie. Quand il dit l'essence de la stratégie, c'est plutôt commencer par choisir ce qu'on ne doit pas faire. C'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire, au lieu de dire je vais faire 10 choses, ben, je dis je vais faire 1, 2, 3 choses. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Vraiment, c'est ça la stratégie de manière générale. Parfait. Si on passe, donc, là, je donne 2 exemples de stratégie. Donc, il y en a une qui s'appelle la valorisation des données, l'autre qui s'appelle la monétisation des données. Celle de gauche, c'est plutôt orienté vers donc, une utilisation interne. Donc, c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle data platform. L'autre, c'est plutôt orienté vers une utilisation externe. C'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle data marketplace. D'un point de vue technologique, c'est la même chose, data platform, data technologique. D'un point de vue business, c'est différent. On peut imaginer, par exemple, que sur la droite, la monétisation, c'est un des points forts que pourraient avoir les intermédiaires. Pensez à la FNAC, pensez à CD Discount, pensez par exemple à la FNAC. Elle sait très bien, quand on a acheté un smartphone, qu'est-ce qu'on a acheté autour. Et donc, elle possède plus d'informations sur ce qui se passe autour d'un Nokia ou d'un iPhone ou d'un Samsung que Samsung eux-mêmes. Et donc, ils pourraient valoriser cette donnée-là en disant, ben voilà, moi, je connais. Donc, quand mes clients achètent un téléphone, ben, ils achètent toujours ça à côté. Et donc, l'équipementier peut décider de faire un partenariat avec l'autre ou fabriquer quelque chose d'équivalent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour les sociétés qui sont intermédiaires. Et c'est ce qui fait en fait la force d'Amazon. Bien sûr. Ce qui fait la force de AliExpress, de Alibaba, c'est qu'ils ont plus d'informations que les marques elles-mêmes. Ah, bien sûr. Puis c'est exponentiel en plus, parce que comme ils ont de plus en plus de clients, de plus en plus de volume et de trafic, leur data, leurs données augmentent de manière considérable, j'allais dire, de jour en jour, de minute en minute. Voilà. Mais technologiquement parlant, c'est la même chose. Là, j'ai donné quelques exemples, par exemple, quand on veut monétiser, c'est soit on donne un accès payant à des tiers, c'est ce que font les intermédiaires financiers comme Bloomberg. Donc, Bloomberg, c'est un des exemples donc de data plateforme financière. Comment ils font? Ils collectent toutes les données qui sont sur Twitter, les communiqués de presse, etc. Et ils les agrègent et ils les vendent. Parfait. Alors, parce qu'on va essayer d'avancer parce qu'il reste 7 minutes et tu as encore plein de questions, Hassan. Voilà. Donc, les leçons à retenir, ça c'est. Voilà. On vient s'en rappeler. Bon, pas de bras, pas de chocolat. J'adore cette expression, c'est culte, c'est un film culte. Donc, si vous voulez, c'est dire pas de data governance, pas de data intelligence. Bon, c'est facile à dire, mais n'oubliez pas que la data governance, c'est un projet complexe qui est à la fois métier, data IT et surtout juridique, et qui a besoin d'une stratégie claire dès le début. Si vous n'avez pas ces ingrédients-là, ben, si vous voulez, votre plat ne va pas, ne va pas être un bon plat. Bon. Alors, les erreurs à éviter, c'est data governance égale projet IT. Là, ce que j'appelle le syndrome d'époque des expérimentations et des bacs à sable. C'est-à-dire vous embauchez des gens qui font des expérimentations, qui testent des outils, personne ne s'intéresse à ce qu'ils font, et eux, ils finissent par parfois d'être motivés, ou à la limite, on entend parler 3 mois, 6 mois après qu'on a fermé tel data factory de tel groupe. Donc, data governance, ce n'est pas un projet IT uniquement. Ou parfois, on choisit les outils avant la stratégie. C'est-à-dire, on signe des deals avec des piles technologiques avant de savoir même quoi faire avec.
Se formaliser sur les titres. Ça aussi, c'est très maladif. Qui dit process, qui dit régulation, dit titre, c'est-à-dire data owner, data custodian, data steward, data architecte, data modeler, etc. Ça, c'est secondaire, donc les titres. Ne pas impliquer le métier et le juridique, je l'ai dit. Et ce qui tue, surtout, c'est plateforme pour tout, pour tous, dès le début. Voilà. J'adore cette citation de Saint-Exupéry qui dit la Voilà, la perfection, elle est atteinte non pas lorsqu'on n'a plus rien à ajouter, mais plutôt lorsqu'on n'a plus rien à enlever. C'est pour ça qu'il vraiment, c'est pour ça que je reviens sur focaliser. Voilà, et là, on touche donc à dernier slide. On peut passer celui-là si vous voulez. Voilà. Donc, je pense que, en tout cas, j'espère que je vous ai convaincu que la data governance, c'est beaucoup plus un art qu'une science, une fois. C'est-à-dire, il n'y a pas de méthode unique. Je vais vous donner un exemple d'une catastrophe. Donc, je ne vais pas nommer le nom du gros cabinet de conseil. Donc, en fait, qui a conseillé à CNN de créer ce qu'on appelle CNN+, qui était soi-disant pour concurrencer Netflix. C'était une catastrophe. Un mois après le lancement, tout s'est arrêté. Donc, ça, c'est assez récent. Pourquoi? Parce que si vous voulez, il ne suffit pas de copier la stratégie de quelqu'un, il ne suffit pas de copier les outils qui ont été utilisés par la stratégie, les outils, la data governance, la data platform, ça dépend des contextes. C'est vous qui créez votre stratégie. C'est vous qui décidez comment vous allez organiser votre data governance et c'est vous qui choisissez quels sont les outils dont vous avez besoin. Il n'y a pas quelque chose de générique. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup plus sur le mot art. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je vous ai passionné autant que je suis passionné par cette discipline. Écoute, c'est passionnant, mais il te reste encore quelques questions, mon cher Hassan, avant que les gens se déconnectent. Alors, je vous rappelle qu'il reste 5 minutes. Je sais que vous allez vous déconnecter. On va essayer de répondre là. Il nous reste 2-3 minutes sur les questions. Je vous rappelle que vous avez un outil sondage à gauche de questions. On vous invite à y répondre. Ça nous donnera quelques éléments pour préparer nos prochains webinaires. Et on va essayer de répondre aux dernières questions. Alors, Sylvie, on y va. Réponse courte, on va faire une réponse rapide. Est-ce qu'on sait mesurer l'impact de la data gouvernance sur le développement, la croissance de l'entreprise? Oui. Alors, c'est difficile de parler des KPI tout en sachant pas ce qu'on va faire. Je prends l'exemple de ce que j'ai vécu. En fait, nous, c'était genre, quel est le nombre de data points qu'on a pu mettre, donc regrouper. Ça veut dire, quels sont le nombre d'attributs qu'on a pu faire, le nombre de trous dans le data platform qui restait donc à remplir. Et comment on allait les remplir. Donc, soit statistiquement, quand c'était des attributs simples, soit en fait, on développait donc des alertes, donc, si vous voulez, que quand l'agent a en contact avec tel client, il lui pose ces questions-là pour qu'il remplisse donc, ces données-là. Donc, oui, ça peut se mesurer par la qualité de la donnée en fait, qui avance. Voilà. Et la qualité, évidemment, des prédictions. C'est une très bonne question parce que souvent, tous les programmes de transformation, ce n'est pas évident de dire, genre, au bout de 6 mois, je vais vous donner des KPI. Les KPI, parfois, ils sont très longs. C'est-à-dire, remplir les trous d'une base de clients, ça peut prendre des années parce que vous n'avez pas continuellement contact avec tout le monde pour qu'ils remplissent les trous dont vous avez besoin. D'accord. Alors, il y a une question intéressante de Fanny là, qui se met du côté du citoyen. Quel comportement adoptes-tu dans la gestion de tes données personnelles en tant que sachant? Tu prends des précautions particulières ou pas du tout? Oui, je prends oui, bien sûr. Donc, c'est là, elle peut me contacter. Moi, j'ai dit comment je fais. Donc, si vous voulez, j'utilise plusieurs browsers. Donc, en l'occurrence, j'ai Chrome, j'ai Edge, j'ai Brave, j'ai Firefox, sur mon téléphone, il y en a plusieurs. Et donc, selon les activités que je fais, je ne fais pas toutes les activités dans le même browser. D'accord. Voilà. Et mes données sont stockées dans des sociétés qui respectent beaucoup la vie privée des gens. D'accord. Bon, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi.
Bon, et ben écoute, voilà. Écoutez, je crois qu'on a répondu à, je dirais, à l'essentiel des questions. Bon, d'abord, mon cher Hassan, je voulais à nouveau te remercier pour ta fidélité, tes encouragements. Tu as eu le plaisir de faire partie des tout premiers managers de transition au sein de Valumène. Tu as fait partie et tu fais partie de l'aventure, de l'esprit Valumène. Et en ça, je voulais te remercier un peu officiellement au travers de ce webinaire. Toute la team Valumène voulait aussi te remercier pour avoir énormément travaillé avec beaucoup de professionnalisme, d'engagement. Je sais que tu as passé des heures avec Shirley, qui était ravie pour préparer ce webinaire avec toi. Et je remercie d'ailleurs Shirley pour la qualité du support. Voilà. Au moins, vous avez pu partager. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir, vous aurez appris beaucoup de choses et qu'on aura l'occasion d'ailleurs de partager de nouveaux sujets dans les semaines à venir. On reviendra très vite vers vous. N'oubliez pas de vous abonner à la page LinkedIn. Et Hassan, bah écoute, je te laisse le mot de la fin, mon cher Hassan. Voilà. Bon, bien entendu, je remercie Valumène dans l'ensemble et en particulier Shirley parce que vraiment elle a bossé sur cette présentation. Et je tiens aussi à remercier quand même les personnes qui ont pris la peine de venir à cette présentation-là. Et surtout, donc, il y a certaines questions vraiment qui m'ont fait tilter parce qu'effectivement, je dis oui, c'est une très bonne question. Je n'y avais pas pensé avant, mais elle est très importante. Donc, je tiens à les remercier beaucoup parce que c'est ce que j'appelle le partage. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour challenger des questions ou partager avec moi votre expérience, si vous voulez, même qui pourrait être restée confidentielle en disant, bah, moi, j'ai fait ça a marché, j'ai fait ça n'a pas marché. Parce que c'est comme ça, en fait, si vous voulez, que moi aussi, je progresse. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, tu vois, tu as plein de fans. Je lis les derniers messages. Bruno qui te remercie pour cette magnifique présentation. Un grand merci pour ce partage, cette transparence d'informations. Merci Hassan, merci pour cette présentation passionnante. C'est Sylvie. Merci Sylvie d'avoir participé. Eddy Corneille, merci beaucoup Hassan et Valumène pour ce webinaire très intéressant et riche en enseignements pour moi. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon voilà, Xavier qui a été également à nouveau très actif, Yves également, super et constructive démarche que ces webinaires. Merci de continuer. Bon, bah écoute, voilà, je crois que tu as plein de fans. On est ravis d'avoir partagé ça avec vous. Et encore une fois, je te remercie au nom de Valumène et je te dis à très bientôt, Hassan. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci à tous. Ciao les amis. À bientôt. Merci.